Bonjour à tous, bienvenue, merci, bienvenue à cette dernière conférence de cette première journée du Paris Images, conférence dans les coulisses du film Eiffel qui vient clore donc cette première journée, conférence organisée par le Film Paris Région, Film France, l'AFC, Paris Images Digital Summit et la CST. Je suis Baptiste Henneman, je suis le délégué général de la CST et j'ai l'immense bonheur, plaisir et privilège de modérer cette conférence qui va retracer pour nous pour vous cette aventure de ce film événement sur la vie et la construction de la tour. Mais c'est un résumé qui ne fait pas honneur, je pense, à ce film. Donc, à ma droite, Olivier, mais chacun va se présenter. Moi, c'est Mathias. Mathias, pardon. Pas de problème. Le stress. À ma droite, Mathias, puis Vanessa et enfin Olivier. Est-ce que pour nos spectateurs, vous pouvez très rapidement, donc on va commencer par Vanessa, dire quel a été votre rôle sur le film? Déjà, bonjour. Ravie d'être là. Merci de nous avoir invités. Moi, je suis la productrice déléguée du film Eiffel, donc je suis un peu la coordinatrice en fait du film. Merci. Moi, je suis Mathias Boucard, je suis le chef opérateur du film, directeur de la photographie. Voilà. Je fais tout ce qui est. Je m'occupe en particulier de l'image, quoi. Voilà. Okay. Et Olivier? Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis responsable des effets visuels sur le film Eiffel pour Buff Company. Merci. Voilà. Vanessa, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la genèse de ce film et puis nous dire rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, de quoi ça parle en fait déjà, de quoi ça parle et quelques métriques sur le projet pour qu'on puisse avoir une idée de l'ampleur et de l'ambition du projet. Bon, déjà, c'est le plus beau film qui a jamais été fait, évidemment, mais je le pense. C'est ça le pire. Alors, c'est l'histoire d'amour qui fait que la Tour Eiffel existe. Et ça part effectivement d'une véritable histoire d'amour que Gustave Eiffel a eue quand il était jeune, quand il travaillait pour la passerelle de Bordeaux. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, mais il a rencontré cette femme dont il est tombé très amoureux. Et voilà, et vous verrez, parce que je ne vais pas trop vous raconter. Ne raconte pas, ne raconte tout. Non. Ouais. Non, tu as raison, Mathias. Il ne faut pas savoir, voilà. Non, je ne sais pas si la tour elle a été terminée ou voilà, pas. on ne va pas vous dire la fin du film. Non, mais et donc, en fait, on a une sorte de... En fait, c'est vraiment, quelque part, c'est pas du tout un biopic de Gustave Eiffel, mais plutôt un biopic de la Tour Eiffel, dans le sens où vraiment, c'est l'histoire qui raconte non seulement qu'est-ce qui a inspiré Gustave, pourquoi il l'a fait, et surtout comment il l'a fait. Et d'ailleurs, ce qui est super d'avoir aujourd'hui Mathias et Olivier, parce que Mathias a fait des images absolument extraordinaires. Et c'était quand même pas facile, parce qu'on a reconstruit carrément et vous en parlerez mieux que moi, mais un pied de Tour Eiffel en grandeur nature. Et Olivier, qui est ici, s'est occupé de tous les VFX, donc les effets spéciaux, parce qu'après, il fallait quand même arriver à faire 300 mètres de haut, quand même, sur la tour, avec tous les acteurs et les figurants. Et Mathias, lui, c'est lui qui a tout organisé pour qu'on puisse faire ça. Et sur la genèse un petit peu du film, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait très longtemps qu'il y a eu un projet, enfin en tout cas, il y a sûrement eu plusieurs projets, mais que les producteurs ou distributeurs ont voulu faire un film autour de la Tour Eiffel, parce que c'est quand même, je crois que c'est la marque la plus connue du monde, notre tour, symbole aussi de liberté et d'amour. Vous verrez dans le film, ça matche bien aussi. Et ce qui était super, c'est que c'est notre directeur de production, François Hamel, qui m'avait amené le scénario de Caroline Bongrand, qui avait écrit il y a 22 ans un scénario. Bon, bref, ça n'a pas été fait, et c'était trop cher à l'époque. Puis Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre ce scénario, de demander à Martin Bourboulon de venir... faire cette aventure avec moi en tant que réalisateur et donc on a réécrit beaucoup, enfin avec Caroline aussi, mais on a réécrit beaucoup et il y a eu 7 scénaristes en tout pour vraiment vous faire un film franchement assez extraordinaire. Je dirais très à l'américaine, dans le sens où on dirait vraiment une production hollywoodienne, mais aussi par le travail de toutes les équipes, mais aussi par l'écriture qui a été très longue avec effectivement... vraiment un travail, parce qu'il y a beaucoup de choses au musée d'Orsay, surtout que ce soit les lettres et les dessins de Eiffel, tout sur la vie de Gustave Eiffel.
Nous, évidemment, c'était par rapport à la tour. Et je pense que les spectateurs auront une expérience qui sera assez extraordinaire par rapport et visuellement, mais aussi émotionnellement, parce que c'est une histoire d'amour, mais je pense que vous allez Qui pouvoir... sont les acteurs qui incarnent cette histoire? Alors, Romain Duris joue Gustave Eiffel. Il est hallucinant. Et Mamaki, que peut-être tout le monde ne connaît pas, qui est toujours d'ailleurs la star dans une série qui s'appelle Sex Education sur Netflix et qui depuis qui n'est pas sortie encore malheureusement avec la fermeture de nos salles, Mort sur le Nil, qui est une très très grande actrice. Après, les garçons vous diront la même chose. De grands couples de cinéma. Ouais. Vraiment. Ouais, carrément. Et voilà, et c'est franchement, je crois que j'ai dû le voir à peu près, je pense que j'ai dû le voir à peu près 18 ou 19 fois, et à chaque fois, là, ça fait une semaine que je ne l'ai pas vu, et je suis en manque. C'est un film qu'il faut voir au moins une dizaine de fois, tu veux dire? Au moins, Au moins, au moins. Apparemment. Hein. Ouais. Et alors, pour le Paris Images, qui est donc un événement qui intéresse beaucoup les techniciens et les aficionados, un peu de métrique par rapport à ce film, qui est un film qui est extrêmement ambitieux. Donc, c'est un film qui est un film d'époque, avec énormément de costumes, de construction. Combien de jours de tournage, une idée du budget Alors, il y a eu 55 jours de tournage, et il a été fait en plusieurs parties. Ces sortes de saison, puis ensuite on a été malheureusement évidemment impacté par le premier confinement où on s'apprêtait, on allait tourner le mardi, on a été confiné le lundi, donc on a dû, il y a eu quand même, il y a eu combien de temps entre les deux il y a eu, Mathias, il y a eu quoi? On a eu 6 mois entre les deux? Non, on a fini On a terminé en octobre, on doit reprendre en mars, ouais, on a eu 5 mois, et après, mais finalement, oui, on a eu beaucoup plus, on a eu 8 mois. Ouais, 8 mois entre les deux, donc ça a été assez long. Et ce qui est incroyable, enfin je dis par rapport aux équipes, on en parlait hier avec Olivier, je crois que c'est la première fois, notre directeur de production nous a dit en 40 ans de carrière, il n'avait jamais vu un film qui a été un peu coupé en deux, où les mêmes techniciens, on était quand même assez nombreux parce que c'est un gros film, où même il ne restait plus que 3 semaines de tournage. Et malgré toutes les demandes des uns et des autres, etc., on n'a pas eu une personne, mais du stagiaire régie, il n'y a pas eu une personne qui a manqué à l'appel, à la reprise du tournage, pour vous dire à quel point ce film a, je pense, en anglais on dit grow, mais a poussé dans le cœur de tout le monde, quoi. Ouais, parce qu'au-delà de l'expérience qu'on a vécue entre nous, on a fait quand même un film sur une icône française, sur quelque chose qui est à la fois qui est une œuvre architecturale, un objet, on ne sait pas, etc., mais qui est aussi vivant. Et je pense moi je sais que j'ai vachement ressenti ça dans l'équipe, quoi. On faisait un film sur la Tour Eiffel, quoi, qui est quand même le fait d'armes de la France au 19e siècle, quoi. C'est quelque chose qui a été fait complètement pour juste montrer la maîtrise technologique. Et avec aussi beaucoup de corrélations avec comment on fabrique un film. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de mise en abîme de comment faire une tour Eiffel de 300 mètres, et nous, comment faire un film. Il y a un peu le même rapport, parce qu'il y a ce côté prototype, parce qu'il l'aura fait qu'une fois, cette tour Eiffel. Quand on fait un film, c'est toujours un prototype, on le fait qu'une fois, enfin, vaut mieux d'ailleurs en général. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Donc il y avait une espèce de mise en abîme sur le fait de porter quelqu'un... Gustave, et puis nous, on est technicien, on porte un projet, etc. Lui, il fait la tour, nous, on essaye, on la faisait aussi de notre côté, en numérique, en réel. Chacun amène sa pièce. Voilà. Et du coup, c'est vrai j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Les gens se sont sentis ont mis du cœur. Ouais. Et on n'était pas en train de faire un film. On était en train de faire un film sur la Tour Eiffel, de raconter cette histoire. Moi, j'ai vachement ressenti ça à mon niveau et au niveau des équipes. Moi, j'ai un petit côté contremaître dans ce que je fais. On me donne des plans et puis après, il faut les faire, un peu pareil. Puis après, on se retrouve avec chaque contremaître de son département et on essaye de faire les plans qu'on nous a donnés. Et je crois que la mise en abîme, je suis sûr que sur le chantier, il y avait les jours un peu difficiles, les interruptions pour la météo et peu importe, et que les gens y revenaient travailler parce qu'ils se disaient on va arriver au bout, quoi. Enfin voilà. Comment s'est passée la préparation technique
Peut-être tu peux commencer. Bien sûr, bien sûr. Et notamment, il y avait une grande phase de construction, et donc il fallait pouvoir, et ensuite pourra compléter Olivier. Et peut-être pendant qu'on parle, on peut montrer en régie, s'il vous plaît, les maquettes de construction de... En fait, moi, le premier jour de tournage, mon premier rendez-vous avec le réalisateur, on s'est très vite retrouvé devant un ordinateur et devant un plan pour une séquence qui était la séquence 80 ou je sais plus 84, qui était la jonction des 4 pieds de la tour au premier étage, qui était un grand enjeu technique de l'époque et qui est devenu un grand enjeu technique pour nous également. Et en fait, le premier jour, de la préparation, j'arrive dans un bureau, il y a déjà quelques maquettes, quelques plans. En général, un film, c'est quelque chose qui grossit de jour en jour. Donc, on était dans un petit bureau à 2-3 avec des plans qui n'étaient même pas encore ceux-là, en train d'essayer d'imaginer comment on allait faire cette séquence et comment aussi on allait tourner la tour. Et en fait, ça a été, je pense, hebdomadaire jusqu'au moment du tournage. Et même pendant le tournage, on continuait d'en parler. Parce que c'est ça qui est assez fou, c'est que même avec la préparation, les meilleurs techniciens et tout ça, en fait, on n'est jamais sûr de rien sur un plateau. Et toi non plus, hein. Je pense qu'une fois que les images sont tournées, tu n'es pas encore sûr du résultat non plus. Non, c'est sûr. Bon, après, on est plutôt confiant dans ce qu'on a fait, quoi. Je veux dire, une fois tourné, on connaît le résultat et on sait qu'il faut s'adapter. Donc, quoi qu'il en soit, ce sera forcément un challenge pour tout le monde. Donc, un challenge à l'image, un challenge à la déco et un challenge aussi pour les VFX. Donc, voilà, mais c'est cette énergie justement qui a amené cette tour. Exactement. Et nous, par exemple, sur comment tourner la tour, c'est déjà quoi construire de la tour. Ensuite, voir si c'est possible financièrement, parce que le problème, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on s'en rend compte quand on voit la tour, mais c'est gigantesque. C'est des tonnes d'acier, il faut faire une structure. En fait, c'est pas un décor. On fait un pied de tour, on fait un pied d'un truc qui fait 20 mètres, on construit un bâtiment, en fait, un building, l'ossature un pied, on a eu Donc du coup, je sais qu'à la déco et à la production, il y a eu ça a été tout un travail pour construire un pied sur lequel on puisse travailler. Parce que quand même, on travaille sur quelque chose qui est comme ça, en fait. Dépend, ouais. Et comme on n'est pas joint aux autres pieds de la tour, et en fait, il faut que ça puisse tenir, le poids, etc. Ils ne pouvaient pas creuser les fondations. Oui. Donc il fallait que ça tienne juste par le propre poids des blocs de béton à la base. Donc c'était aussi une autre contrainte technique. Voilà. Et c'est vrai que tout ça a dû être validé par un bureau d'études Bien sûr. pour pouvoir ensuite tourner dessus. Donc il y avait une véritable étude, comme tu dis, architecturale de force. C'est-à-dire, il y avait une dimension, c'était pas du décor, c'est pas comment construire un décor, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de construire, comment on le construit avec les vraies contraintes architecturales. Et ensuite, c'était les désirs de Martin, donc qui a très vite fait des storyboards pour qu'on commence à visualiser, à avoir sa vision. Et puis ensuite des storyboards qu'on a précisés, sur lesquels on a tous amené notre petite touche, parce que on a tous des désirs d'image, on a visualisé des choses en lisant le scénario, on sait, tout le monde ramène sa petite touche sur le storyboard. Après, ça devient un storyboard un peu plus conséquent. Et à partir de là, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et ensuite, comment on peut nous le modifier, soit visuellement avec l'aide du chef décorateur, soit en termes de lumière, soit en termes d'effets spéciaux, pour qu'en gros, on ait l'impression qu'on puisse utiliser ce morceau de tour à toutes les étapes de la construction. C'est ça qui est intéressant dans cette structure de la tour Eiffel, c'est que le tronçon construit, c'est un tronçon qui se répète. Donc un pied en fait de la tour, c'est une partie qui se répète 2-3 fois. Et donc le fait de construire ce morceau nous a permis de pouvoir donc travailler à la fois au sol pour la base du pied, puis de commencer à travailler aussi quand on est en hauteur. Donc là, à la jonction de la poutre, on est censé être à 40 mètres de haut. Donc c'est le même tronçon, mais finalement qu'on va remettre plus haut. Et donc on va étendre en bas la tour Eiffel. Et aussi quand on est au cœur du pied, pour des séquences de déjeuner ou autres, ça nous sert aussi de studio, donc de décor intérieur. C'est un procédé on prenait souvent, il y avait un film qui était assez connu qui s'appelait The Descent, qui a une quinzaine d'années, et c'était un film entièrement dans une grotte, et en fait ils avaient juste fait un bout de rocher, et puis tourné tout le film se fait autour de ce bout de rocher fait en studio, en changeant juste la lumière, etc.,
Et en fait, le contre-champ est toujours sur le même fond, etc. Donc c'est vraiment du cinéma pour le coup, parce que chaque plan est retriché et ensuite étant. Alors nous, on est allé beaucoup plus loin parce qu'on a étendu beaucoup les décors et surtout les arrière-plans, etc. Et c'était un peu ça, la première partie, ça a été ça. Ça a été de se dire, OK, qu'est-ce qu'on construit de la tour pour qu'on puisse ensuite raconter toutes les séquences, dont la jonction de la tour. Et après, qu'est-ce qu'on fait vraiment réel dans chaque image pour que, et ça je pense que tu t'en parleras mieux que moi, pour que l'œil accroche le réel et ensuite dans la continuité ça devienne des extensions VFX et qu'on n'ait pas l'impression d'être dans un film VFX, parce que l'autre problématique de ce film sur la Tour Eiffel, c'est tout le monde sait qu'on n'a pas reconstruit une Tour Eiffel, je pense. Donc quand les gens voient des plans et des séquences entières sur la Tour Eiffel, l'idée c'était qu'on y croit, mais qu'en même temps, comme on ne l'a pas fait complètement réel, qu'on ne soit jamais en train de regarder ou qu'on ne soit jamais gêné par les problèmes, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on sent bien que c'est des effets spéciaux, etc., pour être concentré sur l'histoire dont tu parlais, l'histoire humaine, l'histoire d'amour, l'histoire de cet homme. Et donc du coup, c'était ça le grand enjeu, quoi. Parce que Titanic, par exemple, qui est un film sur lequel on pourrait, qui a des similitudes avec Eiffel, puisque Titanic, ils ont réellement construit un quart du bateau dans la longueur, plus d'un quart. On a repris un petit peu les mêmes codes, mais donc dans l'idée, c'est qu'est-ce qu'on met en réel et comment on l'étend derrière. Et ça, c'était le travail d'Olivier, quoi. Avant tout, il y avait aussi les mots de Martin, c'était de l'immersion. C'est-à-dire que d'abord, dans sa narration, c'était être tout le temps à hauteur d'homme, donc pas de plan aérien, à hauteur d'homme, caméra proche, enfin tout ça tu pourras le raconter. Mais en gros, le visuel devait juste habiller, compléter les plans et surtout pas prendre le dessus. Voilà. Donc c'est avant tout une aventure humaine. Donc le décor vient toujours au service de l'image. Voilà. C'était ça le discours. Et ça, il fallait l'entendre. Mathias, de par ses choix et sa vision du film, sa direction artistique, et donc nous derrière, s'adapter, donc des ambiances, voilà, des choses qui n'ont pas forcément, qui sont pas évidents après en post-production, mais qui enrichissent tellement l'image et qui finalement apportent cette crédibilité, comme la fumée, des plans très proches, des plans séquences, caméra portée, donc anamorphique, enfin tout ça tu vas le développer. Oui, c'est beaucoup de défauts en fait. Comme on maîtrise tout, le danger c'est de tout maîtriser et après de faire un objet lisse. Trop lisse. Ouais. Voilà. Et donc du coup, c'est quelles aspérités on décide de garder, quelles sont les bonnes aspérités. Qu'est-ce que vous avez choisi comme type de format d'image pour avoir à la fois cet aspect un peu épique, intime. Enfin, je sens que c'est les deux tensions du film, c'est garder les vues. C'est très intéressant parce que justement, ça, pour le coup, ça a été encore un choix de production parce qu'on a décidé on a tourné le film en IMAX digital avec une Alexa 65. Donc l'IMAX digital, c'est donc ces caméras qui ont des très très gros capteurs. Je reparle encore à la production parce que pour le coup c'était un pari, parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude et qu'il y a très peu de films qui se font comme ça, et surtout en France. Je crois qu'il doit y avoir 3 films qui ont été faits comme ça, pas en IMAX, mais en IMAX digital. Et alors que le film n'était pas programmé en IMAX, on s'est quand même dit, ok, on fait un film sur la Tour Eiffel, on va le filmer avec la meilleure caméra. Ça se discute évidemment, chacun a ses préférences, ses goûts, je ne dis pas que c'est la meilleure caméra, mais en tous les cas, dans ce qui nous donnait le plus de possibilités pour les effets spéciaux et au tournage, c'est une décision qui a été prise. La grosse différence, et pourquoi on a choisi ce format-là, parce qu'on l'a choisi en faisant beaucoup de tests au préalable. On n'a pas juste choisi, on a fait des tests et on a comparé. C'est que, en fait, la Tour Eiffel, c'est dur à filmer. On ne se rend pas compte quand on est sur le champ de Mars, parce que tous les immeubles sont petits, mais en fait, c'est très, très, très haut. On s'en rend compte, mais pas tant que ça, en fait. Et quand on veut commencer à la mettre dans un cadre, surtout un cadre en 2,40, cinémascope, etc., on se rend compte que soit on est obligé de beaucoup reculer, donc en fait de s'éloigner beaucoup, et c'était pas tellement le sujet du film, de s'éloigner de la Tour Eiffel, c'est plutôt de se rapprocher de la Tour Eiffel.
soit d'utiliser beaucoup de courtes focales, de choses comme ça, mais du coup de quelque part changer un peu la réalité, parce que la courte focale, ça tord, ça éloigne l'arrière-plan. Mais pour la faire entrer dans l'image, je me suis dit, c'est compliqué. Et en fait, l'IMAX, comme on a un capteur qui est plus grand et on a un plus grand champ vertical, m'a permis en fait d'utiliser justement pas des focales trop courtes, de pas déformer et de créer de la proximité avec la tour. C'est quelque chose que tu disais tout à l'heure, parce que quand tu disais oui, Martin voulait quelque chose d'immersif, en tout cas il voulait quelque chose d'immersif et à taille humaine, avec les humains, et qui évidemment c'est ce qui fait aussi que ce choix-là fait que le film il est entraînant, parce que justement on est dans des sublimes décors et en fait on a peur, ou on est triste, ou on aime quelqu'un, et en fait on est dans l'histoire humaine, quoi. Ouais. Et l'IMAX nous a permis ça parce que justement avec ce grand capteur on avait de la place pour mettre les décors et de la place pour mettre les acteurs, et en même temps on pouvait tout raconter dans des cadres assez simples finalement. Qui étaient un petit peu comme des tableaux, parce qu'il y a ce côté un peu tableau, parce que justement dans l'Alexa 65 qu'on a utilisé avec des hawks anamorphiques 1.3 en squeeze 1.3, Hawk 65, ce qui est très intéressant, c'est que comme il n'y a pas de courte focale, réellement, puisque la focale la plus courte c'est un 40 mm, on est dans une vision assez neutre de ce qu'on voit. Très très riche, c'est pas ton premier film en 65, donc très très riche et en même temps assez neutre, un peu comme un tableau, où souvent, c'est ce qui est prenant dans un tableau, c'est même si c'est, et surtout les tableaux en taille réelle, c'est qu'en fait on a l'impression d'être dans la scène. Tous les beaux tableaux justement qu'on voit au Quai d'Orsay, etc., où ces grands plans larges, etc., on a l'impression d'être dans la scène, mais sans un point de vue de caméra. Ou sans un point de vue qui déforme, parce que souvent les peintres, comme ils peignent en regardant quelque chose de réel, il y a une espèce de transcription de la réalité, et avec cette caméra et le fait qu'on n'ait pas été obligé, qu'on n'ait pas fait d'effet de focale et qu'on soit resté assez neutre, on a retrouvé un petit peu cet effet un petit peu de tableau, enfin en tous les cas à mon sens, pas sur tous les plans, mais en tout cas sur les plans larges, et c'était un petit peu la démarche, quoi, avec tout un discours aussi par rapport aux effets spéciaux, etc., où tu as plus de latitude sur ce genre de caméra et que c'est plus agréable à travailler, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut montrer en régie les dessins qui ont été utilisés pour la préparation et la définition de l'ambiance? Là, on a évoqué la construction du décor, j'imagine l'un des décors principaux, qui est la tour. Vous l'avez construit où? Parce que le Champ de Mars n'était pas disponible, je pense, pour pouvoir faire... On l'a construite à Bretigny, sur le backlot. De TSF. TSF, oui, ça appartient. Voilà, qui est une ancienne piste, un aérodrome, enfin une ancienne base militaire. Donc le chantier, disons que c'est le décor du chantier qui a été construit à Bretigny, donc sur le backlot. Donc le chantier, pour résumer, l'équipe de Stéphane Taillesson et Gilles Boileau ont construit un chantier de 80 mètres sur 80 mètres à peu près au sol. Ce qui représente au minimum, on va dire, un quart de la surface des 4 pieds de la tour. Donc en gros, c'est un pied, puis un quart de construction du chantier, dans lequel on a pu donc tourner toutes les séquences de chantier au sol, avec Eiffel, son bureau, etc., toute l'histoire et l'évolution de la tour. Et en même temps, ce même backlot a servi donc, en amont à tourner les séquences quand on était en l'air, donc avec le même pied, mais cette fois-ci sans le décor au sol, et des containers qui servaient de support pour les poutres et pour l'équipe technique, pour tourner les séquences qui sont censées être à 40 mètres de haut, où on voit Paris, puis aussi le Champ de Mars, le Trocadéro de l'époque qu'on va redécouvrir, la construction de l'exposition universelle, qui se fait en parallèle de la construction de la tour, donc il y a beaucoup de choses à construire. Voilà, donc c'est comme on dit, c'est un vrai chantier, quoi. Oui, on a ramené 40 containers pour faire on a fait 140 mètres de fond vert, ouais, sur plus de... Oui, c'était 26 containers. Ouais, 145 mètres de fond vert. Je me rappelle, j'ai crié la première fois, j'ai dit ouais. Ils m'ont donné le prix des 145 mètres, j'ai fait... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait
en fait, c'est tout de suite, c'est la Tour Eiffel, quoi. Dès qu'on veut faire juste un bout de pied de la tour, De toute en façon, fait, tout est... on est dans de la démesure. Ouais. Direct. Même le chantier, c'est de la démesure. Donc tout ce qui touche à la Tour Eiffel est dans la démesure. Ce qui est Et en assez même- fou, c'est qu'on n'avait qu'un quart et, Oui, c'est ça. et que c'était quand même énorme quand on C'était était sur le énorme. plateau. Ouais, énorme. C'était énorme. Et ça, les containers, je sais que c'est une technique Voilà. que j'avais utilisée sur un film à Taïwan, où comme c'est des villes portuaires, les containers, on en trouve comme ça. Et donc c'est pareil, on s'en était servi comme fond vert, mais aussi comme support de construction. Et donc voilà, ça a amené des idées. Ça, c'est toutes ces images, Voilà. c'est quand on tourne, quand on tournait justement la jonction de la tour. En fait, À on est l'étage. venu, on a tourné d'abord ce qui était censé se passer en hauteur. Voilà. Et ensuite, on est parti, on a laissé le décor 4 semaines. Et Stéphane Taillasson, il a réinstallé le début de la tour. Exactement. Donc là, il y avait des nacelles partout. Les grues. Il y a Des aussi grues. des notions de sécurité, il faut câbler tout le monde. Voilà. On voit le trosse. Là, vous voyez la grande grue avec cette espèce de grande. Ça, c'est pour câbler les acteurs qui marchent sur la poutre. Me câbler aussi quand je l'ai su avec la caméra. On avait une grue au sol. Et donc, c'était. Et ça, c'est des séquences. La lumière, évidemment, tout de suite, ça prend des proportions. Parce qu'en fait, on travaille à 20 mètres de hauteur. Donc, il y a des notions de sécurité. Et puis aussi. Voilà, c'est la Tour Eiffel. C'est qu'on fait un plan, on fait un gros plan dans la Tour Eiffel. Et il y a 10 nacelles parce que on est comme ça en hauteur. Et en même temps, c'est ce qui donnait envie d'aller tous les matins sur le plateau. Hein. Enfin, Non, puis c'était un des choix aussi, un des premiers choix de dire tout de suite, pas de studio, quoi. Tout en extérieur, lumière naturelle. Voilà, ça va être dur à contrôler, c'est sûr. Ça apporte aussi ses inconvénients, mais par contre, c'est d'une richesse absolue pour tout le monde, pour l'image, mais aussi pour les VFX, parce que voilà. Donc c'est justement ce truc de contrainte. Ouais. C'est les aspérités, elles viennent du fait aussi de se contraindre un peu parce qu'on pouvait le faire, parce que la production a suivi, de se dire on le fait en extérieur, on construit un maximum et on étend, on améliore, on fabrique pas tout, on fait pas juste les acteurs et on fabrique le reste en post-production, quoi. J'imagine qu'il y a eu aussi un enjeu dans des films de cette ampleur de multiplication de foule aussi, de figurants, de figuration réelle et virtuelle. Oui, tout à fait, notamment de par les points de vue, de par la hauteur, mais on avait quand même déjà beaucoup de figurants sur le plateau. Le chantier, il y avait à peu près 80 figurants, me semble-t-il, lors des scènes au sol. Mais bon, comme on n'est que sur un quart du chantier, quand on fait les extensions des 3 quarts restants, plus de Paris et donc de la vie dans Paris, on rajoute énormément de monde, donc de la foule 3D, mais aussi des éléments filmés sur fond vert, des actions, des figurants filmés, voilà, pour enrichir tous les plans. Et ce n'était pas les seuls, il y avait plein d'autres scènes hors de la construction de la tour où il y avait beaucoup de figurations. Genre, on a montré la photo tout à l'heure à la place du Palais Bourbon qu'on a entièrement refaite, où il y avait énormément de figurants. Le Champ de Mars. Hein, le Champ de Mars, l'inauguration, on a quand même eu la chance de tourner sur le Champ de Mars, chose qu'au début on n'imaginait même pas. Et puis moi, je me souviens avoir fait des repérages même à Saint-Gervais, pour chercher des coins. Pour avoir de l'espace. C'était assez bizarre parce que comme on ne pouvait pas utiliser la vraie tour, on cherchait un endroit pour refaire le Champ de Mars sur la tour. Et à un moment, on s'est dit, mais peut-être on peut essayer le Champ de Mars, mais ça paraissait tellement dingue que la ville de Paris, qu'on arrive à avoir le Champ de Mars pour tourner, sachant qu'on a remis des fonds verts et qu'on a utilisé la tour comme référence. Mais c'était super parce qu'on savait qu'on avait quelque chose de réel à filmer. Mais derrière, lui, il a remis la tour, la vieille tour, parce qu'elle a un peu évolué entre-temps. Il y a des ascenseurs, enfin, il y a des choses... Voilà, le premier étage est différent. Enfin bref, la structure a évolué depuis, mais oui. On était sur le Champ de Mars en train de tourner la vraie tour comme une référence. Ouais, on a fait 2 jours. On a fait un tabac d'ailleurs. On a fait un tabac avec les touristes, je pense. Ouais, j'étais très content. Puis alors, nous, on essayait. Alors moi, j'étais là en train d'essayer de dire non, je voulais pas qu'ils filment. Enfin, je voulais pas qu'ils prennent tous nos. On essayait d'arrêter les. En fait, ça faisait une zone de concert. C'est-à-dire que Robin Welch, qui s'occupe de la régie, qui s'occupe des autorisations, etc., donc a obtenu l'autorisation, mais a dû aussi organiser un espace entouré de barrières pour limiter, pour des normes de sécurité. Cette phase-là de tournage, elle était durant la période Covid déjà ou... Non, non. c'était avant. On a eu beaucoup on de chance. On pas de figurants sinon. Voilà. Non, on a eu beaucoup de chance que toutes les grosses scènes de figuration ont été tournées avant. Et donc après, quand il nous restait nos 3 semaines de tournage, c'était surtout à Bordeaux, c'était beaucoup plus
Enfin, quand je veux dire, il y avait vraiment beaucoup moins de figuration parce qu'on avait fini tout ce qui était par rapport à la tour. Mais on a eu beaucoup, parce qu'on parle que de la tour, mais on a eu beaucoup d'autres décors. On a eu Saint-Étienne, on était à Bordeaux, enfin on a été surtout à Paris. Et d'ailleurs, merci à la ville de Paris et à Monsieur Gomez aussi qui a beaucoup aidé justement pour nous avoir les autorisations. Parce qu'on a tourné Place du Palais Bourbon, on a tourné au Petit Palais. C'était magnifique là, parce qu'il y avait toute l'exposition universelle avec toutes les maquettes. Donc ça aussi, ça a été tout refait. C'est-à-dire qu'on a refait toutes les maquettes de l'époque, c'est-à-dire pendant le concours, pour montrer, d'ailleurs c'était notre distributeur et coproducteur Pathé qui nous avait dit effectivement c'est super intéressant d'avoir ça, parce que pour que les spectateurs sachent exactement quels étaient les... Quand la Tour Eiffel, quand ils ont gagné le concours, c'était contre une quinzaine d'autres projets. Mais des projets dingues, des bustes avec des femmes avec des énormes... Une guillotine. Des guillemotines. C'était les 100 ans de donc on voit ça dans le film et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, chez Pathé, dans l'entrée maintenant de Pathé, ils ont gardé toutes les maquettes des projets de l'exposition qui sont maintenant dans l'entrée de Pathé pour tous les techniciens qui souvent vont là-bas. Voilà, comme ça, ils peuvent aller voir parce que c'est vraiment sympa. Mais on a eu beaucoup de décors en fait. Tous les jours, on changeait de décors. Les quais de Seine. Mais il y avait une vraie volonté de Martin, à l'écriture, à la production, à tout le monde. C'est quand même, on est en pleine révolution industrielle. Et il y avait une volonté de montrer justement dans la partie parisienne, française, un Paris avec du monde, avec des gens en ébullition. On disait justement beaucoup de fumée, etc. Parce que justement, à l'époque, on se chauffait au charbon. Enfin, on sent une activité. Et du coup, et puis ça allait beaucoup dans la mise en scène de Martin, qui aime bien quand ça bouge, qui aime bien quand il y a du monde, etc. Et du coup, c'est un Paris, c'est pas un Paris vide. Et d'ailleurs, même dans la direction artistique, on s'est tous mis d'accord au bout d'un moment pour se dire... c'est pas juste un film de haute forme avec des gens à moustache, des monocles, des pipes et des banquiers. On va faire un truc, c'est un film justement parce que la Tour Eiffel, Eiffel la met en plein centre de Paris et veut que tout le monde puisse la voir, les ouvriers comme voilà. Et du coup, c'est un film où on sent qu'on a un petit peu imaginé comme un western. Et justement pas comme un film d'époque où on a les mains liées comme ça, parce que finalement c'est une période et c'est une époque qu'on voit souvent un peu triste finalement, moi je trouve visuellement, et finalement il y a un petit peu il y a des moments comme ça qui sont un petit peu germinal, un peu ce genre de films où on voit les gens du peuple. C'était très important pour Martin, il n'arrêtait pas de dire il faut que ce soit un film lumineux. Et ça l'est vraiment, il y avait deux choses très importantes, ça doit être un film très lumineux, justement pas noir, exactement ce que tu dis. Donc c'est très lumineux. Et en même temps, c'est un film émotionnel. Et donc tout ce qu'on vous raconte, c'est justement que d'avoir fait attention que c'est caméra à l'épaule, tout ce que Martin a souhaité. Et ce qu'a permis Olivier et Mathias, c'est justement d'être toujours avec cette chose humaine. Alors par exemple, on parlait même tu parlais là des costumes, pour pas que ça soit trop engoncé comme tu dis. Oui, c'est une époque où il y a beaucoup trop... Tout ça, en fait, il y a même des costumes avec du jean, fait en jean. Alors ça se voit pas, on voit pas que c'est du jean, mais c'est quand même des matières d'aujourd'hui. Il y a une envie de modernité de Martin et une envie d'un peu de liberté et de réappropriation pour en faire un film aussi moderne, parce qu'on s'adresse à des gens et c'est un film de notre époque, et du coup il y a quelque chose, justement on est sorti un petit peu de ce truc, tout le monde est en noir avec des monocles, les moustaches. Justement, Martin s'amusait à dire on ne fait pas un film d'époque. Enfin, c'était ça, en fait, il le traduisait comme ça pour dire j'apporte une modernité de par ma mise en scène, la vision, l'ambiance et la vie de tout ça, les costumes et la déco. Et on s'est beaucoup amusé, et je pense que ça rend le film, ça lui donne beaucoup de spectacle. Et en ça, on parlait de Hollywood, etc., mais il y a ce côté un petit peu justement spectacle qui est alors ça reste intime et c'est traité de manière, c'est traité à l'européenne sur l'intime et sur la place du spectacle et dans l'intime, mais il y a quand même beaucoup de spectacles et beaucoup de libertés qui ont été données. On parlait de caméra à l'épaule, mais il y a aussi beaucoup de plans de grue, mais justement, c'est pas... On mélange, on s'amuse. Les plans d'Olivier, enfin les plans qui ont été faits ensuite en VFX, c'est hallucinant. Hein. Quand tu parles de grands spectacles, j'étais encore là hier chez Buff, et c'est hallucinant. Des moments, on a des vertiges, on est là sur la tour comme ça, et il y a donc exactement ce que dit Mathias.
Il y a des plans incroyables, c'est du grand spectacle et en même temps, c'est très intime. C'est pas un vieux film poussiéreux, c'est super moderne. C'est vrai que ça. Mais ouais, Il y a une vraie vision de Martin d'avoir pu. C'est pas évident, hein, d'avoir pu mettre tout ça ensemble. Et de prendre cette liberté-là aussi. Parce que souvent, voilà, c'est une icône, donc on va faire le film en respectant, on va faire un film comme des historiens, alors qu'en fait, à la fin, ce qu'il faut, c'est avoir compris. C'est bien de respecter l'époque, mais et tout se respecte, mais il y avait cette envie de spectacle et de grand écran, et donc du coup, qui nous a porté vachement de sortir de l'histoire, enfin du côté très historique, parce que la tour, on sait tous qu'elle a été construite. Je veux dire, donc il y avait quelque chose comme ça de très excitant qui se voit, je pense, à l'image beaucoup et dans le travail, quoi. Et même en termes de... Est-ce que ça fait peur quand on commence un projet comme ça, en se disant, bon, bah, ok, on a un scénario, on voit bien tout ce qui est en train de se monter en termes de nombre de décors, nombre de personnages, nombre de tours Eiffel, il y a 400 plans truqués. Je vais vous répondre très simplement. La seule peur que j'ai eue, c'est que le film ne se fasse pas. Justement, c'était le contraire. C'est-à-dire que moi, j'ai mis une énergie farouche à essayer de faire en sorte que toute justement cette équipe extraordinaire menée par Martin puisse faire ce film-là, parce que c'est la seule crainte. Après, c'est vrai que j'ai eu des... C'est vrai, et d'ailleurs, souvent on me dit, mais c'est bizarre, en plus je suis une fille, donc on me dit, mais c'est une fille qui fait une sorte de grande chose dans le ciel, là, un gros monument en fer, là. Non, j'ai jamais eu peur du tout, au contraire, non, c'est un film passion. Moi j'adore, alors c'est vrai que depuis que je suis petite, je suis une folle de Tour Eiffel, j'ai des photos de Sugimoto, de la Tour Eiffel. Et non, au contraire, je crois qu'aucun de nous n'a eu peur. On a juste eu peur à des moments où c'était compliqué, parce que c'est vrai que financièrement, pour la France, en fait, c'est un projet extrêmement ambitieux, évidemment sur le plateau, mais aussi ambitieux financièrement, parce c'est vrai que c'est plus facile de produire des films de comédie qui soient assez chers, parce que c'est les télévisions qui mettent l'argent, comme vous savez, pour avoir les passages télé. C'est là où au départ, on arrive à avoir un petit peu d'argent. Sur un film historique, il n'y a pas beaucoup de place, en fait. Le TF1 de 20h30, ce que j'expliquais tout à l'heure, par exemple, TF1, le dimanche soir, ils ont adoré le scénario, mais ils ont dit, nous, on ne peut pas passer un film historique. Donc, en fait, c'est pas facile de lever de l'argent pour un film de cette ampleur-là, aujourd'hui, en France. Alors que c'est un film patrimonial, etc. C'est ça qui est dingue. Hein. Ouais, c'est fou, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Donc moi, ma seule peur... La vraie question, c'est pourquoi c'est le premier film sur la Tour Eiffel. C'est un truc, ça paraît insensé. Ouais, mais c'était... En fait, on a souvent, avec Martin et avec Ardavant et Marie chez Pathé, qui sont les présidents de Pathé, de dire à quel point... la vraie difficulté, c'était justement d'essayer de pouvoir faire le film le plus ambitieux, enfin de laisser la place justement à tout le monde de faire le film qu'on rêvait de faire, mais avec des moyens français. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tous, là, ils ont trouvé que ce soit vraiment... alors, il en manque évidemment sur le plateau, parce que je pense que ce film n'aurait pas pu se faire si on avait enlevé une des personnes de l'équipe, mais c'était d'avoir quand même réussi avec finalement un budget c'est à peu près autour de 23 millions, qui n'est pas si gigantesque que ça pour ce qu'on fait là. Je vous jure, de reconstruire une tour Eiffel, c'est un truc de fou. Et qu'en fait, ils ont tous trouvé, que ce soit Olivier, Mathias, évidemment Martin, mais toute l'équipe, Stéphane qui est le chef d'éco, des solutions pour arriver quand même sans jamais perdre quoi que ce soit dans l'image ou dans le scénario. Mais non, j'ai jamais eu peur, non. Au contraire. Ça se voyait sur le plateau, je confirme. Au contraire, ça amenait cette force. Hein? Ça amenait de la force, c'est ça que... Bah oui. Moi, je ne sais pas si, en tous les cas, beaucoup de pression. Je ne sais pas si je le mettrais en peur, parce que... Non, tous de la pression. Ouais. Parce que je me rappelle, il y a 2-3 journées, quand on arrive, on ne sait pas comment on va la terminer. Est-ce qu'il y avait sur la jonction de la tour, des scènes particulièrement difficiles, des défis techniques d'organisation En haut de la tour, déjà. Ouais. La séquence de la poutre, la première séquence en plus à Bretigny. Donc, enfin, cela dit, la séquence de l'inauguration, du Palais Bourbon, on nous a bien mis dans le bain, parce que c'était quasiment dès la première semaine de tournage. La deuxième et là, c'était
Là, ce qui était marrant, c'était que Sans tous les jours, en figurant, fait. ouais, tous les- Tous les jours, il y avait. Tous les jours, il y C'est parce que c'est l'histoire de la Tour Eiffel, c'est une histoire aussi de grands hommes, de grands décors, des banquiers. Enfin, ça s'est pas réglé entre 2-3 personnes dans un petit bureau, dans une chambre de bonne. À chaque fois, il y avait 15-20 personnes, des commissions. Donc, en fait, finalement, c'est vrai qu'il n'y avait que des gros décors. Ça nous a un petit peu chauffé. Et après, c'est vrai qu'on est arrivé. La première fois qu'on est arrivé sur la tour, je parlais tout à l'heure de prototype. En fait, voilà, on ne va pas faire le 2. Là, on l'a construit une fois, la tour. Le film ne s'arrête pas au premier étage, donc vous avez décidé d'aller jusqu'à la construction. Donc on aurait pu faire ça. Hein, donc du coup, il y a vraiment cette notion de prototype. On ne sait pas comment le faire la première fois. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup imaginé. Et c'est ça qui est assez joli, c'est qu'on visualise. Et ensuite, on visualise d'abord ce qu'on veut tourner, et ensuite on se visualise en train de tourner. Ensuite, on partage notre visualisation de comment on imagine que le tournage va passer. Et puis après, il y avait parce qu'on a tourné sur plusieurs jours, moi par exemple, il y avait tout un travail de lumière, de cet axe c'était de 8h à 10h, cet axe de telle heure à telle heure, cet axe de telle heure à telle heure. Mais comme on ne pouvait pas faire tous les plans dans ce côté-là, donc pendant 2 heures, on faisait ces plans-là. Ensuite, on était comme ça. Ensuite, on était comme ça. Et tous les jours, le lendemain, on reprenait à cette heure-là pour que la lumière soit au même endroit. En espérant que la lumière soit la même et qu'elle ne bouge pas, parce qu'il y a les intempéries, les problèmes de météo, etc., qu'on n'a pas eu, heureusement. Enfin, sur les... Ouais, Olivier avec sa boule. Moi, j'ai Olivier avec sa... Il faut expliquer la boule d'Olivier. Non, l'HDRI, tu veux dire. Non, mais pour la lumière. les boules pour les références de lumière. Enfin bon. Voilà. Et après, c'est quand ça ne se passe pas comme prévu, comme on a beaucoup préparé ensemble et qu'on arrive en équipe, et qu'on on a tous éventuellement, ou on est tous capables d'amener une solution. Donc parfois c'est la déco qui sauve le coup, parfois c'est les effets spéciaux qui disent attendez, moi je peux vous aider là-dessus, parfois c'est moi qui dis attendez, on n'a qu'à cadrer comme ça et puis on met cette personne-là, parfois c'est les costumes parce que d'un coup on improvise 20 ouvriers et qu'il les faut dans 15 minutes ou dans 30 minutes. Et en fait, à partir du moment où on arrive sur le plateau, on est dans cette dynamique où on est toute une espèce d'équipe, on est prêt à résoudre. Alors c'est quoi le problème ? En fait, c'est quoi le prochain plan ? Il y a toujours ce petit problème du prochain plan à régler. Ça a été le grand truc. Plus la visualisation. Ça, pour le coup, Olivier nous a beaucoup aidé parce qu'il avait un... En fait, je ne sais pas comment tu faisais d'ailleurs, tu pourrais l'expliquer. J'avais un laptop et puis Oui, mais en fonction de là où mettait la caméra, il nous montrait ce qu'on était censé voir de la tour. Oui. À peu près. Vous aviez pré-visualisé la tour ? Non. J'avais un modèle assez simple de la tour à l'échelle et avec les mesures caméra, la focale. Donc j'avais déjà un prototype de la caméra virtuelle. Et donc je plaçais, puis ça permettait de se rendre compte un peu globalement... Quand on filme donc Eiffel d'en haut et qu'on regarde vers le bas, qu'est-ce qu'on voit ? Parce que le problème, c'est qu'on s'habitue très vite à ce petit tronçon et on oublie qu'on est à 40 mètres de haut. Et donc, je pense que beaucoup de gens, quand ils découvriront les images, des gens qui étaient sur le tournage, vont se dire « Ah oui, on ne s'imagine pas sur le coup tout ce qu'on peut voir. » Et c'est phénoménal. Parce que... Donc voilà, donc il a fallu aussi reconstruire tout ça. Et ce laptop permettait sur place de s'imaginer vite fait, de se rendre compte un peu de l'échelle, de dire voilà, il y aura un autre pied là-bas, une extension, le Trocadéro est là, on est axé nord-sud, voilà, pied sud, pied nord. Ouais, et puis on n'a pas fait, parce qu'on peut, maintenant aujourd'hui, on peut tout prévisualiser directement dans la caméra intégrée, etc. On n'est pas jusque-là, parce que justement, on est resté quand même assez sur les acteurs et on a regardé ce côté un petit peu artisanal. On n'avait pas beaucoup de temps. Donc c'est surtout la prépa qui a joué. Et puis du coup, c'était pas très compliqué finalement, parce qu'au bout d'un moment, on finit par spatialiser quand même et se dire, ah oui, mais quand je regarde là, j'ai ça. Mais comme tu dis, c'était le plus dur. C'est de se dire, oh, on est à 15 mètres, c'est bien. Et en fait, le 15 mètres correspondait à 80 mètres. Quoi. Voilà. C'était déjà un défi technique parce qu'il faut maquiller des acteurs à 15-20 mètres de hauteur sur des petits bouts de métal. Il faut faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité. Donc on a une équipe des gens du cirque qui étaient des figurants, qui se déplaçaient. On avait des champions de France comment on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça, des gens qui montent les échafaudages, des choses comme ça, etc., qui faisaient notre sécurité, qui avaient des mousquetons partout et qui passaient leur temps à nous attacher pour
nous faire passer d'un point A à un point B. C'est vrai qu'on parle. C'était le cirque un peu à un moment. Ouais. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est des figurants que tu replaces. Voilà, c'était pour faire les full 3D. Donc on prenait en photo les figurants dans un studio, on leur faisait faire 360 degrés en les prenant en photo, ce qui nous permet après derrière de les recréer en 3D, de les animer, de leur faire des actions et de multiplier les foules au sol pour les ouvriers, au loin, pour lors de l'inauguration les Parisiens, les Parisiennes. Voilà, donc enfin, voilà, plein de petites choses à faire, assez classiques on va dire dans les effets. Moi, je voudrais juste parler aussi un peu de l'approche. Ce qui était intéressant, c'est que Martin m'avait dit je veux un film immersif, donc être proche des acteurs, très près, ça va bouger. C'était Cloverfield, voilà. Moi, je veux Cloverfield, on est là, et les effets, ça doit suivre. Ok. Dans la discussion, moi, je disais, je prône le naturel, je prône la lumière, je ne supporte pas les fonds verts. Le studio, ça marche. Enfin, derrière, ça fait très numérique, ça ne correspond pas à ce que tu veux. Après, je crois qu'on était tous sur la même longueur d'onde, ça c'était formidable. Et puis après, Mathias m'a expliqué la caméra qu'il voulait, le look, ce que ça amène. Donc, l'anamorphique, ça n'aide pas les VFX, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la narration et l'esprit du film. Donc, c'est d'anticiper toutes les contraintes techniques. Donc, je vais rajouter une petite GoPro sur la caméra, on prend un clap électronique, hop, on synchronise tout ça et ça nous aide pour le tracking parce qu'on sait que tout va être rapidement flou derrière, que ça va bouger dans tous les sens. Oui, parce que l'enjeu, la petite GoPro sur la caméra, c'était intéressant, c'est parce que l'enjeu, c'est de savoir quand on filme où est-ce qu'on est censé où est-ce qu'on est sur le chantier, qu'est-ce qu'on est censé voir. Oui, donc au travers. Et donc parce que justement, plus la caméra elle bouge, lui après derrière, il doit remettre des décors qui eux sont fixes et sur des mouvements. Donc c'est là où Voilà, ouais. et qui était un petit peu dur à traquer parce qu'on bougeait beaucoup, etc. Oui, et puis de par les déformations de la lentille. Enfin bref, voilà, c'est toutes ces contraintes techniques. Donc l'idée, c'est d'anticiper tout ça, tous les problèmes techniques, pour pouvoir ne se concentrer essentiellement que sur l'aspect artistique et le visuel du film. Parce que si vous ne réglez pas les problèmes techniques en amont, et en fait, après, ça reste une problématique. Il y a toujours un moment où il faut les affronter. Voilà. Et ça n'existe pas, ils ne se règlent jamais tout seuls. Exactement. Et donc, si vous ne les réglez pas en amont, malheureusement, vous allez perdre de l'énergie dessus au détriment de l'artistique. Et ça sera au détriment de... Voilà. Oui, et puis il faut toujours que ça ait l'air léger. Parce que justement, quand l'ambition, c'est de faire un film intime, donc nous, on a des grandes envies. On fait beaucoup de réunions, on complexifie tout ça et tout, mais le jour J, pour les acteurs, il faut que ça ait l'air facile. Bien sûr. Pour le réalisateur, il faut que ça ait l'air facile. Pas de contraintes. Là, à ce jour, le film, il est terminé. Vous avez pratiquement fini. On a presque fini, il n'y a plus qu'Olivier qui travaille. En fait, Là, je suis au bureau, en fait. Non, en fait, on a fini le mix la semaine dernière. Et là, il reste quelques effets, enfin presque tout fini, mais il reste quelques effets spéciaux. Voilà. Et à la fin du mois, donc dans 2 semaines, on aura à peu près 2 semaines, on aura fini. Et puis il y aura encore un petit peu d'étalonnage de la part de Mathias et ses équipes. Oui, on est encore un petit peu. Justement, on attend la fin des effets spéciaux. Et puis on fait une dernière petite projection pour être sûr que tout va bien. Et après, on lock tout et c'est bon, ça part en voilà. On aura une copie toute prête pour en attendant la réouverture des salles. Voilà. En tout cas, une bonne date pour nous. Ah, il faut que ce soit au cinéma. Ah ouais. Ça, c'est un film au cinéma. Ça, c'est pas un film de... La Tour Eiffel, c'est au cinéma. Ouais. Dans un très, très grand écran. Non, puis ça a été acheté dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, donc c'est super. Je pense qu'il va faire le tour du monde le jour où on pourra faire le tour du monde. Mais c'est ça qui est super, c'est que tout ce qu'on a fait là, et justement, avec d'avoir pu faire un tournage où beaucoup a été fait à Paris, en Ile-de-France, à Paris, on a eu l'aide de l'Île-de-France, justement, et c'est super qu'on va pouvoir vraiment faire le tour de la planète avec et montrer aussi ce que la France, la technicité, tout ça, tous ces... Parce que c'est très artisanal, mais en même temps, c'est très... Enfin, on a fait un film assez français avec toutes les meilleures choses dont on est capable. Et moi, je suis très fière parce qu'on va pouvoir, ça va pouvoir être vu par tous les pays. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit coup de téléphone de quelqu'un de l'Élysée qui m'a demandé et quand est-ce que le président Macron pourra voir le film, etc. Parce que c'est vrai que c'est sur l'audace française qu'a réussi à faire un homme envers et contre tout quand même. Hein. Personne n'a voulu cette tour. Hein. C'est vrai. Oui. Et il y a aussi McGuffline qui partage une partie des effets. On gère l'ensemble des effets du film,
Mais pour avoir l'aide aux nouvelles technologies, donc pour participer au financement du film et tout ça, on partage à hauteur de 20% les effets avec McGuffline, voilà. Donc, qui participe aussi à ce film. Enfin, c'est possible. Donc c'est vraiment un film qui essaye de rassembler la fine fleur du savoir-faire français et qu'on l'espère, on pourra le découvrir sur les écrans en France et puis dans le reste du monde. Et on espère très vite. Et on C'est espère sûr qu'on va le découvrir sur les écrans. très vite. Je vous remercie. Ça se partage, ça. Je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est vraiment le mot de la fin, de se dire qu'on est capable en France de faire des films avec ce souffle épique, romantique et de porter des histoires incroyables à l'écran. Donc, merci à vous, merci infiniment. C'est donc la fin de cette première journée du Paris Images. Toutes les vidéos seront disponibles en ligne très prochainement. Avant d'oublier, oui, bien sûr, l'affiche que vous avez vue durant cette conférence, c'est une exclusivité mondiale, n'est-ce pas, Vanessa? Oui, c'est la fiche teaser, donc il y en aura une autre, mais ça n'a jamais été vu encore. Et donc voilà, vous la découvrez aujourd'hui. Et puis bientôt, peut-être dans un mois ou deux, vous aurez la fiche définitive. Mais là, c'est vraiment, oui, c'est pour vous. Merci beaucoup. C'est donc un petit cadeau pour les spectateurs, les visio-spectateurs du Paris Images de cette année. Eh bien, grand merci et excellente soirée à tous. Merci. Merci. Merci.